Bonjour, bienvenue dans le futur de l'agence. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, d'un basculement de la relation client et de ce que les agents IA vont transformer, peut-être remplacer d'ailleurs. Et puis, comme on décrypte le futur de l'assurance, eh bien, on va aussi parler et évoquer certains acteurs qui sont peut-être en train de bouleverser, de transformer le métier. Alors à mes côtés, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Alexia Desportes, c'est comme ça qu'on dit Richard, entrepreneuse engagée, passionnée, qui rentre pas dans les cases et ça me va très bien. Et puis cofondatrice de Firmin, tu vas nous expliquer. Ouais. Donc une assurtech qui ambitionne de réinventer un petit peu la relation client, ou en tout cas la distribution Ouais. de l'assurance, et autour d'un modèle frugal et responsable. Alors tu vas nous expliquer ça, le frugal et responsable. Mais avant ça, si tu veux bien, je vais te demander de te présenter. Ouais. Est-ce que tu nous Bien expliques sûr. comment t'es arrivé, Ouais. autour de l'entrepreneuriat autour de l'IA, et puis après on rentrera dans ce que tu fais réellement. Ouais. Et écoute, déjà, bonjour Charles, merci Bonjour, de merci. m'accueillir. Moi, c'est Alexia. J'ai voulu entreprendre, j'avais 15 ans, pour tout te dire. J'ai dit que j'entreprendrais. Personne ne m'a cru à l'époque. Et j'ai tenu mes promesses, puisqu'après, j'ai orienté mes études assez vite autour de l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, ça a commencé assez jeune. Et après, en fait, c'est simple, j'ai fini mes études et j'ai entrepris. C'est à peu près ça le résumé. Et je suis tombée par hasard dans l'IA, puisque pour la petite histoire, mon associé racontait ça. J'arrivais pas à résoudre un problème. Et donc, j'ai commencé à écrire des règles de gestion sur ma porte-fenêtre. J'ai pris en photo cette porte-fenêtre et je suis allée voir des devs. Et je suis tombée dans l'IA comme ça. Et puis après, tu vois, depuis, j'y suis restée. Ok, très bien, super. Est-ce que Alors, on va revenir sur Firmin après. Ouais. Quelle est ta vision, toi, de l'assurance de demain? On parle de l'assurance de demain ici. Ouais. Quelle est ta vision alors, peut-être de l'assurance, parce que tu es venu plutôt sur le tard dans l'assurance. Bien sûr. Tu es d'abord parti de la tech et de l'IA Ouais, pour arriver tout à sur fait. l'assurance, parce que tu as fait plein d'expériences différentes avant. Quelle est ta vision de ce métier hyper réglementé en France, peut-être qui bloque un peu pas mal de développement? Et puis, comment tu vois ça évoluer? Écoute, alors c'est assez marrant parce que comme tu dis, moi je suis pas de ce monde-là, donc je suis arrivée un peu avec une vision justement de personnes ayant un regard neuf sur ce milieu. Qu'est-ce que je peux te dire? Je dirais que moi j'ai vu deux choses en arrivant. Un monde qui est en plein bouleversement, parce que habitué pendant des années à être plutôt dans une conformité réglementaire, c'est-à-dire placer des produits pour être conforme. Aujourd'hui, on arrive à une révolution puisqu'il y a des nouveaux entrants, des acteurs qui offrent beaucoup plus de services, beaucoup plus de tech, beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de conseils. Et donc, ça chamboule un petit peu on va dire, les prérequis dans un monde où quand même, on était quand même un peu en retard sur l'aspect digital. On voit que la data, elle n'est pas encore tout à fait mûre et tout à fait mature, même si on veut mettre de l'IA, ça c'est évident, mais encore faut-il avoir la bonne data. C'est ça. Donc je dirais que les 3 prochaines années, pour moi, vont être décisives dans ce monde-là, savoir comment les acteurs vont réussir à se positionner, et notamment auprès des entreprises qui sont de plus en plus, pour moi, demandeuses de conseils et d'avoir une autre approche de l'assurance. Ok. Et là, on va rentrer dans ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Firmin? Oui, bien sûr. Et puis, en quoi vous vous différenciez dans votre approche, puisque on a pas mal échangé là-dessus, Bien sûr. mais on est plus sur une approche de prévention et peut-être d'audit et de, bien sûr. de profilage, que de proposition de produits. C'est là Oui, où bien on est sûr. en train d'inverser peut-être la relation Bien client. sûr. Alors en fait, Firmin est parti de la rencontre finalement de Marcel et moi. Donc Marcel, mon associé, qui lui vient du monde de l'assurance, pour le coup pas moi. En fait, on est parti d'un constat. L'entreprise aujourd'hui, elle est soumise à de plus en plus de contraintes réglementaires liées à des produits d'assurance. Comme tu le sais depuis longtemps, la mutuelle, après il y a eu la prévoyance, maintenant il y a l'épargne, enfin tout arrive petit à petit. Donc les entreprises ont plutôt eu le parti pris d'être conformes réglementairement, c'est-à-dire aller voir un assureur, un courtier pour dire je veux tel produit, je veux tel produit. Sauf que là, il se passe quelque chose, c'est que ça augmente de plus en plus chaque année et pas qu'un peu. Donc elle se pose des vraies questions et surtout, elle cherche à savoir à quoi ça sert vraiment. Et c'est ça que ça a changé. Et donc, du coup, nous, Firmin, on a changé l'approche, c'est-à-dire que si tu veux, on va d'abord profiler l'entreprise justement grâce à de l'IA, profiler les salariés dans l'entreprise pour mieux comprendre qui sont-ils, est-ce que c'est des gens avec des familles, pas des familles, etc., les âges, etc. Quelle est l'entreprise, quelle est son activité, quel est son secteur. Et là, on va essayer de trouver des comparables, c'est-à-dire comment d'autres entreprises du secteur se comportent par rapport à ça, quelles sont les propositions de valeur qu'ils vont faire sur tout produit. Alors, nous, on est vraiment spécifique produits d'assurance de personnes, donc mutuelle, prévoyance, épargne, retraite, IFC. Et là, l'idée, c'est de dire, ça c'est vraiment un mot qu'on a employé,
finalement, quelle est la stratégie de l'entreprise autour de son patrimoine salarié. Finalement, tout ce qui touche à la rémunération, mais qui n'est pas valorisé par de l'argent, donc mutuelle, enfin voilà, je viens de te les citer. Et à partir de là, va se mélanger une relation hybride entre des agents IA et des humains qui vont aller évaluer les économies potentielles qu'on peut faire et la redistribution de valeur qu'on peut faire auprès des salariés. Tu parles d'indice de maturité salariale, c'est ça? Du capital salarié. Du capital salarial. Exactement. Tu peux nous expliquer ça? Parce que c'est pas à lecture directe. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Cet indice, en fait, on l'a créé, c'était pour qu'en fait l'entreprise et les différents interlocuteurs qu'on peut avoir, DAF, DRH, etc., puissent s'évaluer par rapport à leur marché. Donc on leur donne cet indice qui va leur donner alors tout un tas d'indicateurs à l'intérieur. Tu as évidemment un chiffre, mais qui est expliqué ensuite, pour leur dire, voilà, par rapport à votre stratégie actuelle vis-à-vis de vos salariés, vous en êtes là sur votre marché, avec votre taille, votre secteur d'activité. Et là, on va leur détailler par produit, par typologie, par patrimoine, etc., pour bien qu'ils arrivent à se situer. Ce qui manquait un peu, si tu veux, au niveau des entreprises, c'est de savoir où on en est. Parce que c'est bien de dire, je mets telle mutuelle avec telle garantie ou telle prévoyance ou telle épargne, mais je ne sais pas ce qui se fait sur le marché. Donc, même au-delà de me conforter ou de me conformer à la réglementation, comment je mets quelque chose qui a du sens et de la valeur, tant pour l'entreprise que pour les salariés, en fait. C'est un outil qui va permettre de se confronter au marché. Oui, bien sûr. Mais qui va se permettre de se confronter aussi à la valeur, au salaire des collaborateurs, oui. et c'est ça. De ça, en fait, une fois qu'on a fait cet indice, on voit évidemment les économies qu'on peut réaliser et la valeur qu'on peut redistribuer. Là, ce sont des humains qui prennent le relais et qui vont renégocier avec les assureurs, voire créer des contrats avec les assureurs spécifiquement pour ces entreprises ou cette entreprise. Et après, une fois qu'on a fait ça, on met en place ce qu'on appelle un bilan social individuel, c'est-à-dire que pour chaque salarié, on est capable de lui dire « Toi, tu as tant en net ». Tu as tant d'avantages en mutuelle, en prévoyance, en épargne retraite. Tu as tant de capitalisé, parce qu'on leur calcule les montants, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué, que ça soit pour l'épargne ou pour la retraite. Et surtout, ça coûte tant à l'entreprise. Et ça a vraiment de la valeur, parce que là, soudainement, ils disent « Ah oui, quand même ». Et là, du coup, on n'est toujours pas sur de la proposition de produit. C'est-à-dire que là, dans votre outil, on est d'abord sur la valeur que tu vas apporter, sur le service que tu vas apporter. Peut-être sur la vision même de retravail, de retraite ou de santé, ou en tout cas autour de l'assurance de personnes. Ne viendra après se greffer, les produits viendront se greffer qu'après, en fait. Exactement. Quand on s'est mis d'accord sur l'ensemble des produits qu'on va retravailler ou renégocier ou aller chercher, là, c'est nous qui allons le faire et lui donner l'ensemble des produits clés en main une fois qu'ils sont souscrits et validés, et en tout cas alignés par rapport à la politique salariale. Oui. Alors, en quoi ce modèle-là s'appuie sur l'IA? Qu'est-ce que vous avez développé par rapport à ça? Et où se situe la valeur humaine aussi? Parce que, bien sûr. Voilà. Alors déjà, il faut partir d'un constat chez nous qui est fort, c'est que nous, on pense que l'IA sans l'humain, ça n'a pas de sens. Comme l'humain sans l'IA, aujourd'hui, ça n'a plus de sens dans les deux sens. Donc en fait, pour nous, l'IA, c'est plutôt un moyen d'augmenter l'homme, avec un grand H, parce que je suis une femme, donc ce serait... avec un grand H, tout au long de ce parcours. C'est-à-dire qu'en fait, je te prends un exemple concret, tu vas vite comprendre. Moi, quand je suis arrivée dans ce monde-là, Marcel me montrait comment, lui, il allait challenger les contrats en allant sur plusieurs intranets de compagnie, etc. Là, je m'aperçois qu'en fait, sa vraie valeur ajoutée, là où il mettait peut-être 1h30 à 2 heures à faire 3 à 4 devis, sa vraie valeur ajoutée, elle était sur 30 minutes. Parce qu'en fait, il faisait beaucoup de copier-coller, de recherche d'informations, de recherche de documents, etc. Typiquement, tu vois, c'est des choses que nous, on automatise et les agents prennent le relais. Donc chez nous, il y a de l'IA à deux endroits. Il y a de l'IA pour le client, pour l'évaluer, le profiler, pour les salariés, puis aussi pour que le DAF, le DRH puisse poser des questions sur ses contrats, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas en back-office chez nous pour faciliter la vie de ce que nous, on a appelé les analystes firmins, qui vont améliorer la relation client et n'être présents que quand ils ont de la valeur, en fait. Et justement, alors ces analystes firmins, aujourd'hui, ce sont des humains aujourd'hui. Ce sont des humains qui sont augmentés par l'IA. OK. Des petits agents. À quel moment vous allez basculer sur des... On parlera des agents IA un petit peu après, mais on voit très rapidement la bascule qui peut se faire, qui peut se faire rapidement sur ces agents IA. À quel moment vous allez basculer dans votre modèle? Est-ce que c'est prévu, ou vous laissez encore l'humain encore décider quand même, ou en tout cas orienter? Tu veux dire 100% 100% IA, tu veux dire? Je sais pas si vous y avez réfléchi ou... Non, on passera jamais à 100%. Là, tu vois, la réflexion qui se fait, c'est plutôt quel niveau de responsabilité tu laisses aux humains et quel niveau de responsabilité tu laisses à l'agent. Dire, est-ce qu'il y a des tâches où il est 100% autonome? Est-ce qu'il y a des tâches où il est en partie autonome? Est-ce qu'il y a des tâches où il n'est pas du tout autonome? Et en fait, c'est plutôt le niveau de responsabilité qui se réfléchit plutôt que le remplacement total de l'humain. Parce que tu vois, par exemple, et heureusement, là où l'humain a énormément de valeur, c'est la compréhension d'un contexte, d'une entreprise. Même si l'agent, on va lui expliquer, etc.,
Tu vois, la valeur de l'expérience et de l'expertise. Alors, je te prends l'exemple de Marcel, mais d'autres analystes, c'est parce que moi, j'ai beaucoup travaillé forcément avec Marcel pour créer le produit. Tu le constates quand il faut, par exemple, un truc tout bête, mais pour l'instant, là où les agents n'ont pas de valeur, c'est dans la négociation des contrats. Tu vois, le paramétrage fin, la négociation à la ligne, voire la création sur mesure de contrat. Là, Marcel a tout un savoir, si tu veux, qui va prendre en compte ce que lui a analysé, compris, valorisé du contexte par rapport à son expérience aussi. Ouais, mais tu vois, alors jusqu'où, alors on peut parler de deep learning, hein, Ouais, bien sûr. puisque là, on est sur une nouvelle génération, Bien sûr. une nouvelle génération d'IA qui est en train d'arriver, avec une IA qui va pas seulement automatiser les tâches. Là, on en est dans l'assurance. Alors, je sais pas si c'est en retard ou en avance, mais on en est à se dire comment on va pouvoir automatiser les Ouais, bien tâches. sûr. Sauf qu'aujourd'hui, les réflexions sur l'IA, elles sont quand même comment on va pouvoir rendre autonome un agent IA, quoi, tu vois, et le rendre autonome même pratiquement dans sa décision. Oui, alors c'est un peu c'est pour ça que je te fantasmé disais peut-être, tout mais à en tout cas, l'heure. il y a des... Non, mais ouais. je suis d'accord avec Ouais. toi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est sur quelle décision c'est OK de le rendre Oui. autonome, tu vois. Mm. Mais nous, on est déjà dans cette phase d'autonomie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qui sont faites de manière 100% autonome. Après, forcément, sur certaines tâches, par exemple, tu vois, la partie paramétrage du contrat, il y a forcément une vérification humaine pour l'instant, parce que c'est vraiment de l'expertise humaine avant tout. Mais est-ce que l'IA va pas être plus expert demain que l'humain ? C'est une bonne question. Ouais. Non, mais tout est possible Ouais. demain, on verra. Après, nous, on est dans cette logique de dire on veut toujours pousser les limites de l'humain grâce à l'IA. Donc, en fait, moi, je trouve que l'IA, c'est assez passionnant parce que ça t'oblige à te remettre en question, si tu l'utilises bien, en te disant ah ouais, sur plein de trucs, il est déjà vachement bon. Enfin, tu vois, Oui, c'est ton ça, agent, mais etc. complètement, Mais complètement. Ouais. Donc, à toi, humain, de dire comment moi, j'amène de la valeur à ça, qui est peut-être pas d'ailleurs ce que tu as eu l'habitude de faire pendant des années, et comment je reste compétent et compétitif par rapport à un agent. Ouais. Ça va être la différenciation de l'humain. Ouais. Salman Altman, j'écoutais une interview ce week-end, là, Ouais. où il disait qu'en fait, l'intelligence, je parle pas d'intelligence artificielle, Ouais. l'intelligence humaine va devenir une commodité, en fait, va Bien devenir une sûr. commodité, et presque un outil comme de l'électricité. Et qu'après, c'est l'humain dans sa singularité qui va faire la différence derrière ça. Et qu'il y a beaucoup de décisions qui vont pouvoir s'automatiser. Donc ça, c'est assez intéressant. Et tu vois, je regardais des agents IA, ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Ouais. Un agent IA est capable il est capable d'aller sur ma boîte mail, Bien sûr. il est capable de classer mes mails, il est capable de commencer à répondre, et il est Bien sûr. capable de répondre et de classer les mails derrière, tu Bien vois. sûr. Et après, Ah non, mais- tu donnes des instructions Bien sur sûr. Donc Bien il commence à être déjà dans cette compréhension. On parle de deep learning, mais c'est Ouais. ça, dans cette compréhension du contenu et du sens que. Alors attention, Ouais. c'est statistique, faut pas l'oublier. Ouais, je sais hein. bien. C'est assez bluffant parce que quand tu sais que c'est statistique, en fait, mais ça reste de la stat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est statistiquement, j'ai vu apparaître ce mot après celui-là X Oui, je sais bien. fois. Ouais. Donc c'est là où c'est assez bluffant, je te rejoins. Mais effectivement, on est déjà dans cette logique et cette approche, ouais, c'est demain. Demain, tu vois, moi je dis, plus il y aura d'IA, plus il y aura d'humains. Mais il faut aussi savoir que l'humain qui avancera, pour moi, ce sera celui qui aura développé ses vraies compétences, ses soft skills, plus ses Oui, hard oui. skills. L'IA sera bien Je meilleure que suis lui. d'accord. Ouais, c'est la singularité. En fait, c'est ça. Complètement. Et tu vois, il y a un test qui est fait en ce moment en Angleterre, Ouais. où tu as Aviva qui a greffé un outil OpenAI, enfin ChatGPT, sur leur système. Aujourd'hui, ils mettent encore de l'humain, puisque c'est un système qui, sur un contrat MRH, qui pose 2-3 questions à un particulier. Ouais. Et à partir de ces 2-3 questions, va aller chercher les devis dans la compagnie et va de lui-même, l'agent IA va de lui-même souscrire. Mais tu peux te dire jusqu'où ça va, parce que tu peux te dire très bien que l'agent IA va avoir une parfaite connaissance de qui tu es, Ah bah ça, donc on va je même vais pas plus dire. avoir besoin de te poser des questions, puisqu'il sait exactement qui tu es, où tu habites, comment tu consommes, sûr. ce que tu veux et ce que Bien tu sûr. souhaites. Et à partir de là, va chercher immédiatement tout seul, va aller chercher des solutions sur le marché. Et une fois qu'il aura trouvé les solutions sur le marché qui correspondent à ce que tu veux, va souscrire directement ton contrat, va te débiter ton compte et en fait, t'as pratiquement plus d'interaction humaine sur certains domaines, quoi. Bah, Ouais. En fait, je pense que demain, il y aura même plus d'interface, tu vois. Ouais. On aura chacun nos agents et c'est nos agents qui C'est clair. parleront. C'est clair, les agents vont remplacer, pour moi, enfin, je suis Non, pas non, devin, mais mais- vont remplacer les applications sur les Ouais. téléphones, vont remplacer les chatbots, vont remplacer tout ça, quoi. C'est assez intéressant. Alors, où vous en êtes, vous, de cette réflexion-là ? Donc, il y a Ouais. encore de l'humain dans votre système. Ouais. Vous proposez encore pas mal de choses avec l'humain qui interagit. Et ensuite, vous êtes sur une proposition. Donc, c'est la proposition de Ouais. valeur. Donc, ça, c'est l'outil que vous avez. Et après, vous êtes sur une proposition de produit qui est sur du 360 complet ou... Produit, nous, on fait tout ce qui est assurance de personne, Ouais. lié à la personne. On va pas aller sur de l'ARC ou du Oui, yard. j'ai bien compris. Mais sur l'assurance de personne. Sur ouais. l'assurance de Ouais. personne, oui, on est en 360, ouais. Ok. Et on est capable d'aller sur le dirigeant, les salariés, les cadres,
voir les dirigeants dans les holdings, parce que ça aussi, c'est souvent des questions qu'on a, mais oui. Donc, votre outil va proposer directement, c'est l'outil via une recherche IA qui va aller chercher les solutions, ou c'est quand même de l'humain qui va chercher les solutions aujourd'hui encore? Ce qu'il essaye de faire, et c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, c'est d'aller comparer par rapport à nos anciens, en tout cas, tout ce que nous, on a pu avoir comme clients en termes de consommation de contrats, de produits d'assurance, d'aller trouver s'il y a des similarités, des similitudes avec certains comportements et certains profils, pour aller suggérer à l'humain éventuellement certains contrats qui pourraient être adaptés par rapport au profiling qu'on a fait de l'entreprise. Donc l'IA aujourd'hui a cette valeur d'enrichir, j'ai envie de te dire, l'expertise en ouvrant le champ des possibles. Et c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Et après, c'est à l'humain de prendre sa décision en disant non, là, vaut mieux ça, ou là, vaut mieux telle typologie de contrat, ou là, vaut mieux adapter tel contrat. Avec quelle compagnie vous travaillez aujourd'hui? Vous travaillez avec un certain nombre de compagnies? Alors, je t'avoue, je ne sais pas si tu veux le citer, mais voilà. Toutes les compagnies, moi, je ne les ai pas, parce que je t'avoue que là, c'est plutôt. Là, ça sort un peu de mon expertise pure. Ouais. Mais on travaille avec beaucoup de compagnies aujourd'hui. On les a, une grande majorité, on les a toutes. Pourquoi? Parce que Marcel, ça fait une vingtaine d'années qu'il est dedans. Donc, lui avait lié beaucoup de relations de long terme avec les compagnies. Et puis surtout, il est allé chercher aussi, tu le sais, on en revient quand même malgré tout, l'humain qui était adapté par rapport à la relation que nous, on voulait donner aussi au client final. Okay. Parce que tu dépends quand même encore de ce qu'on appelle l'inspecteur quand même quand tu es courtier. Plus l'inspecteur est bon, meilleurs sont les contrats, meilleures sont les négociations et meilleur tu peux avancer, tu vois, en termes de conseils et de valeur apportée au client final. Vous avez mis de l'IA dans les outils de gestion également? Alors, on a mis de l'IA. C'est automatisé chez vous ou pas on a mis de l'IA, en fait. Tout ce qui est back-office, on va dire que 70% de notre back-office aujourd'hui est automatisé. Et on est encore en cours parce qu'il y a des choses qu'on veut encore améliorer. Et puis pour une bonne automatisation, il faut bien le faire manuellement déjà. Il faut bien processer avant. Oui. Donc on ne se précipite pas non plus, mais quand on voit qu'il y a de la valeur à le faire ou qu'on a bien trouvé le bon process, on y va, ouais. Taille d'entreprise, parce que quand on parle alors c'est une approche 360 avec du profilage de collaborateurs. Ça s'adresse à quelle typologie d'entreprise? Alors, ça peut être du zéro, mais je pense pas. Mais... Non, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un peu de salariés. En fait, comme nous, on est vraiment dans la mesure de l'économie et de l'adaptation de la politique salariale, il faut déjà qu'il y ait une réflexion autour de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, on commence à être intéressant pour les boîtes à partir de 25 salariés, même si on peut intervenir en dessous. Mais il faut qu'il y ait déjà cette réflexion qui soit entamée. Donc, en général, c'est à partir de ce palier-là qu'ils commencent à réfléchir, à se dire comment on peut optimiser, à améliorer les choses. Et puis, tu vois, on va dire cœur de cible... entre 100 et 250 personnes, là, c'est vraiment cœur. Mais on va dire entre 25 et 500 personnes, c'est vraiment les cibles qu'on touche aujourd'hui, véritablement, quoi. Alors, vous optimisez l'aménagement des salaires, ou en tout cas... le package de rémunération. Ouais, le package de rémunération en fonction de la convention collective, etc. Exactement. Donc, ça s'adresse quand même à des entreprises qui ont une réflexion sur comment je peux faire pour que chacun soit payé au même niveau en fonction aussi du travail qu'il fait? Alors, tu sais qu'il y a c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a deux moments où ça se déclenche, c'est ce qu'on s'aperçoit. C'est quand il commence à avoir un CSE, parce que là, le CSE vient mettre un peu le bazar en disant « Oh là, il se passe quoi, pourquoi, etc. » Et deuxième raison en général pour lesquelles ils se posent la question, c'est quand ils n'arrivent plus à recruter. Et là, ils se disent « Ah ouais, c'est qu'on ne doit pas être compétitif sur le package et qu'il y a une réflexion à avoir. » Et d'ailleurs, ils le disent souvent, ça ne se joue plus sur le net. Parce qu'il y a un moment, en fait, tu ne peux plus suivre. C'est-à-dire, soit tu te dis « Je deviens un gros du CAC 40 et je mets des salaires, mais je ne suis pas le CAC 40, donc je ne vais pas pouvoir avoir les moyens. » Par contre, il y a d'autres moyens aujourd'hui d'avoir des bons packages sans aller chercher du net pur, en fait. Et là, c'est du service que vous vendez, du coup. C'est pratiquement du service. Alors, vous avez une partie, quand même, service dans votre outil. C'est-à-dire que vous allez apporter du service et de la valeur. On ne parle pas encore de contrat, là, mais vous apportez du service et de la valeur. Et après, il y a des contrats qui vont se greffer, bien entendu, pour... Ouais, exactement. En fait, ça vient assez naturellement, parce que comme on joue sur l'économie et la valeur, forcément, TTC, tu as forcément quelque chose à faire. Ouais. Donc, ça se met vraiment naturellement en place, quoi. Et vous rentrez dans l'égalité homme-femme aussi, des salaires, du coup? T'as vu qu'en plus, il y a pas mal de réglementations. Puis, pour l'anecdote, Marcel est en noir. Tu vois, nos feux mixité et diversité réunis à la tête de la boîte. Donc, déjà, on a des bonnes stats, tu vois. Non, mais il n'y a pas le choix, de toute façon, parce que là, c'est en train d'être de plus en plus... Donc là, il y a une réflexion des entreprises là-dessus. Et qu'est-ce que les intermédiaires peuvent apporter là-dessus? C'est encore assez nouveau, mais... Est-ce qu'ils s'adressent à des intermédiaires d'assurance pour réfléchir là-dessus? Pas encore tellement, j'ai l'impression. Si. Mais en fait, ils n'ont pas... Alors, c'est drôle ce que tu dis, parce que quand on leur pose la question en leur disant « Comment vous gérez aujourd'hui vos contrats d'assurance ?» Alors, il y en a un, il te dit « Alors là, je suis en direct compagnie. Là, j'ai un courtier. Là, c'est mon expert comptable. » En fait, c'est partout et nulle part. Donc, ils n'ont pas aujourd'hui de vrais interlocuteurs dédiés qui sont capables d'avoir cette vision 360. C'est très atomisé. Oui. Il n'y a pas de vraie réponse, en fait, aujourd'hui. Et c'est là où nous, on leur apporte une réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on leur dit « Non, on va arrêter de voir chaque contrat individuellement. »
On va les prendre dans leur ensemble, on va mieux comprendre qui vous êtes et on va reprendre la stratégie. L'objectif, c'est même pas de reprendre leur contrat, forcément. Si. Pas Mais tous, ça va dépendre. peut-être, Alors, ça va il dépendre. y a plein de choses que nous, on va regarder parce que justement, dans le profiling, au-delà d'analyser les salariés et la boîte, on analyse aussi les contrats. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Chaque contrat est analysé. On va regarder. Alors, ce qui arrive, malheureusement, je le dis, mais c'est la base. Très souvent, les contrats sont plus conformes. Déjà, rien que ça. Ok. Je te parle même pas d'aller améliorer les garanties, je te parle juste de conformité. Nous, dans 90% des cas, ils sont non conformes. Parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, le conseil n'est pas suffisant ou pas assez régulier pour être mis à jour par rapport à l'évolution de la réglementation qui va de plus en plus vite. Donc en fait, les contrats, malheureusement, sont souvent plus conformes. Donc déjà, nous, on fait une mise en conformité. Après, on va regarder comment on peut mieux les structurer. Tu vois, parfois, c'est une même entité, enfin, c'est plusieurs entités dans un même groupe sur lesquelles on peut aller travailler des contrats groupes qui n'ont pas forcément été mis en place. Et après, derrière, il y a une logique de volonté interne. C'est-à-dire, comment ça se passe sur le marché, qu'est-ce que proposent les autres, donc qu'est-ce que moi je mets en place. Tu vois, et c'est là, nous, on va leur apporter de la valeur en leur disant, bon là, bougez pas trop, il se passe pas grand-chose sur le marché. Par contre, là, en épargne, vous êtes à la ramasse, ils sont tous en abonnement 300%, vous êtes nuls. Et là, du coup, tu vois, ils vont se réajuster, quoi. C'est vraiment toujours en comparaison un peu marché. Au-delà de évidemment, il faut que tu sois conforme, et ça, c'est la base de tout. Mais après, il y a une vraie réflexion. Et c'est là où l'IA va être intéressant, parce que face à cette conformité, bien sûr, cette conformité qui va être dans l'obligation de plus en plus de contacter ses clients, de remettre à jour ses contrats tous les ans, etc., en face, une impossibilité de le faire pour certains intermédiaires. Parce que quand tu as un portefeuille de 5 000, 6 000 clients, tu as une impossibilité de pouvoir revenir sur tes clients tous les ans. Donc c'est là où ça va être intéressant de se dire comment l'IA peut t'aider là-dessus, peut automatiser un certain nombre de tâches qui vont te permettre de pouvoir répondre à cette obligation réglementaire, en fait. Bah oui, et puis surtout que, à juste titre, comme tu le soulignais, ça va trop vite. Donc aujourd'hui, même si tu veux faire ton travail comme il faut, tu as une masse d'informations permanentes qu'il faudrait gérer et c'est pas possible à gérer dans ton emploi du temps. Alors, derrière l'IA, il y a un sujet qui est majeur dans les assurances, c'est la data et les données. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça et de se dire, voilà, comment vous utilisez les données déjà ? Et puis, est-ce que les compagnies ont les bonnes données ? Parce qu'on parle, en fait, pour que l'IA puisse répondre, puisse pouvoir faire de la output, il faut bien qu'il ait l'input, tu vois. Et là, on sent qu'il y a quand même une faiblesse des données, même si les choses s'améliorent. Il y a souvent une faiblesse des données. Et comment tu vas alimenter c'est bien de mettre en place un agent IA, mais si tu ne l'alimentes pas et si tu n'as pas de données à lui donner, ça va être compliqué. Vous avez des difficultés, vous, à aller chercher ces données-là aujourd'hui ou... Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les compagnies d'assurance, des data, il y en a partout. Il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est pas un sujet de quantité, c'est un sujet de qualité de la donnée aujourd'hui. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais pendant des années, on a capté de la data dans tous les sens. Sauf qu'on l'a mal ordonnée, on l'a mal qualifiée, etc. Donc, il y a un gros travail de nettoyage quand tu parles côté compagnie ou côté courtier. Dans notre cas, alors, c'est un avantage et un inconvénient. On en a forcément en masse moins que la compagnie. Par contre, elle est de meilleure qualité. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la dette qu'ils ont par rapport à la data. Donc nous, on s'est mis en ordre de marche direct pour être propre dans la data et pour bien la rendre qualifiée et de qualité pour l'IA. Et donc, c'est vrai que ça, on est très à l'aise. Après, on s'aperçoit quand même, et nous, c'est ce qu'on a fait le choix aussi de faire, c'est qu'au-delà des informations que nous donne l'entreprise, qu'il faut déjà les chercher, parce que ça, c'est un sujet, il y a, comme tu le sais, des informations publiques et non publiques. Donc certaines, on les réclame à l'entreprise. Il y a aussi de l'enrichissement que tu peux aller faire, tu vois, sur de la data fiable. On a de la chance quand même, et c'est typique, c'est très français, ça par contre, tu vois, il faut le savoir, de pouvoir aller se connecter aux bases gouvernementales, INSEE, URSSAF, etc. Et tu as énormément d'open data qui te permettent d'aller enrichir en fait tes data grâce à de la data publique de qualité et fiable, du coup. Donc ça, c'est hyper riche. Et nous, ça nous permet aussi d'aller encore mieux améliorer la qualité de nos bases de données. C'est quoi une bonne donnée pour toi ? Pour pouvoir l'exploiter, c'est quoi une bonne donnée ? Tu as une donnée de base qui va être, on va parler de données INSEE ou de données sécurité sociale, qui t'apporte un certain choses, mais elle n'est pas suffisante pour alimenter un agent IA demain ou même aller vraiment dans du deep learning, comme on parlait tout à l'heure, où il va falloir analyser peut-être des mails, peut-être des tons, peut-être des comportements, peut-être de l'émotion même, tu vois. On commence à parler de ça. En fait, c'est marrant parce que faut savoir que l'IA, justement, tu parlais de Deep. Aujourd'hui, il y a deux générations d'IA qui cohabitent parfaitement et qui sont très complémentaires. C'est le machine learning et le deep learning. Et en fait, aujourd'hui, chaque modèle, que ce soit machine ou deep, a ses exigences. Ils n'ont pas les mêmes exigences. Tu vois, par exemple, là où un modèle de deep learning des agents, ils vont avoir besoin de beaucoup de contexte. Il s'est passé quoi, pourquoi, c'est parti d'où, etc. Là où le machine learning ne comprend rien à ça. Lui, il ne parle pas en contexte, il parle en statistique, tu vois. Donc en fait, une bonne donnée va dépendre aussi des modèles que tu as derrière, d'accord ?
Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, c'est à minima que tes données, elles soient cohérentes. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, nous, des fois, on se retrouvait avec des clients, comme malheureusement, leur courtier ou l'assureur n'avait pas refait le point sur leur contrat. Ça faisait 5 ou 6 ans qu'ils n'avaient pas rechallengé le contrat. Toutes les datas étaient obsolètes. L'adresse de la boîte, le nombre de salariés, etc. Donc, en fait, tu as aussi cette actualité permanente sur la data où toi, tu es obligé d'aller chercher cette data en permanence. Donc, au-delà de la nettoyer, d'éviter les doublons, il faut aussi toujours la mettre en actualité, je vais appeler ça comme ça. Il faut aller voir en fonction des modèles que tu as aussi quel type de données il te faut, quelle qualité de données il te faut, est-ce qu'il te faut plusieurs bases de données, etc. Enfin, il y a une vraie logique assez complexe. Après, ça devient un peu technique, mais tu vois, il y a plein de choses à faire en fait aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui pose vraiment problème dans les grandes compagnies, c'est le silotage des datas en fait. C'est qu'ils en ont plein, mais partout, et donc nulle part. Ouais, il y a silotage, ça c'est clair, et la précision dans les datas. Alors, il y a beaucoup de réglementations en France, il y a beaucoup de blocages. Même, je pense qu'il y a aussi, alors je dis pas de l'auto-blocage, mais il y a de l'auto-réglementation, c'est-à-dire qu'on en fait plus que ce que demande le réglementaire. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire des propositions si on n'a pas le montant d'un salaire, par exemple. Et donc ça, c'est assez marrant, parce que quand tu regardes les outils des compagnies, où on va poser la question d'un salaire, en fait, on n'a pas le salaire dans la data, on a juste une fourchette, en fait, et une fourchette assez large. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va dire, tu gagnes entre 25 000 et 50 000. Exactement, oui. Entre 25 et 50, on a quand même une grosse marge quand même. Et on n'a pas une data précise. Et à partir du moment où tu n'as pas cette data précise dans ton outil, ça va être difficile de pouvoir répondre et de pouvoir sortir quelque chose de ça. Ça va dépendre en fait de ce que tu as en fait comme modèle derrière. Tu vois, par exemple, des modèles de machine learning, c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, le deep learning sans le machine learning est moins pertinent, parce que tu vas pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des clusters. Les clusters, c'est des groupes de personnes qui ont des comportements similaires. Okay. Et ça va t'aider, du coup, ton agent à mieux comprendre comment ce groupe se comporte. Donc si, par exemple, il voit qu'il y a des comportements similaires, il peut présupposer, par le biais du machine learning, ce qui va se passer sur ce groupe-là. Donc tu vois, en fait, aujourd'hui, tu as un tel niveau de technologie qu'en fait, ça peut compenser en partie, je dis bien en partie et pas à 100%, la data. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Donc, en fait, c'est plutôt, aujourd'hui, la réflexion, c'est comment tu designes tes modèles et quels modèles tu vas associer entre eux pour que tu aies une pertinence de résultat. Et qui va être aussi à regarder en fonction des datas que tu as. Ça aussi, ça joue. Et forcément, en fonction du résultat que tu veux. Donc, c'est les deux un peu paramètres à prendre en compte. Et on commence à parler de ces agents IA, hein, et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Hein. Ouais. C'est vraiment les agents IA, c'est le nouveau niveau d'IA qui est en train d'arriver. Ouais, complètement. C'est l'étape d'après, on en parlait tout à l'heure. Moi, je le vois vraiment comme un accompagnement de nos décisions. Pas comme un remplacement, mais comme un accompagnement de nos décisions. Je pense que ça va supprimer beaucoup de postes dans les entreprises, quand même. Hein, voilà. Beaucoup de cols blancs, d'ailleurs, ce qui est un peu nouveau. Exactement. Mais ça va supprimer beaucoup de postes dans les entreprises. Il y a certaines entreprises, alors plutôt aux États-Unis, mais parce qu'il y a moins de réglementation, qui commencent à mettre en place carrément des organisations avec des CEO, des CTO, etc. Oui. Mais tout ça, c'est que des agents. Bah, et en fait, toi, en tant que manager, en fait, tu vas manager des agents IA et tu vas plus manager des personnes. C'est fou, quoi. Oui, tu voulais dire ? Non, excuse-moi, ça me faisait penser à... Je ne sais pas si tu as entendu l'actu de Mark Zuckerberg, qui apparemment est sur son propre agent pour le remplacer dans ses décisions du quotidien en tant que dirigeant. C'était juste pour compléter ton propos, on y était, quoi. Mais c'est marrant, et ils sont tous en train d'investir, mais de folie, sur les agents IA. Ouais. Je pense que ça va être très important. Et même sur le management d'une entreprise, tu vois, quand tu vas être manager, tu vas manager une partie d'humains et tu vas manager une partie d'agents IA. Et comment tu vas les manager ? Quand tu disais tout à l'heure, il va falloir qu'on leur donne des scripts, il va falloir qu'on leur donne des process aussi pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, tu vois, parce que sinon un agent IA va être capable de faire n'importe quoi. Sur des datas, par exemple, un agent IA va pouvoir te dire bon, ça m'intéresse pas, je les supprime. Tu vois. Et tu veux une anecdote rigolote sur ce qu'ils sont capables de faire ? Je crois que c'est Claude qui a fait une publication là-dessus de mémoire. Et en fait, il y avait... donc l'agent était connecté à tous les systèmes de communication des personnes dans l'entreprise. Il s'avère que l'agent tombe sur des photos compromettantes d'un grand manager de l'entreprise. Tu sais ce qu'a fait l'agent ? Il a commencé à lui faire du chantage. D'accord. En lui réclamant de l'argent. Donc, ils reproduisent des comportements humains. C'est assez impressionnant. Et donc, dans l'entreprise, en fait, le mec savait même pas que c'était un agent qui était en train de lui faire du chantage par rapport aux photos qu'il avait trouvées. Donc, tu vois où on en est. Hein.
Donc oui, effectivement, il y a cette logique de comment on met des limites et où sont les limites en fait, et surtout où est l'éthique. Il va y avoir beaucoup de tests, mais bon, voilà, ça va être intéressant. En termes de relations clients, ces agents IA, est-ce que c'est l'agent IA qui va nous permettre de faire un certain nombre de démarches automatisées, tu vois, quand tu es un consommateur, et jusqu'où ça va aller? Donc, est-ce que c'est un agent IA qui va aller faire des comparatifs d'assurance, plutôt que toi qui va faire la démarche de faire des comparatifs sur des comparateurs? Ce qui va changer complètement le spectre. Le rapport. Ouais, le rapport. Quelle est ta vision là-dessus, toi, dans la relation client, et comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois les agents IA arriver en force, ou tu penses que c'est un peu fantasmé? Alors, il doit y avoir un peu des deux quand même. Hein, mais... Non, alors évidemment, il y a toujours un peu de storytelling derrière, mais non, la vérité, c'est que je pense qu'à la fin, je te dis, chaque personne aura ses agents IA et qui parleront entre eux, en fait. Ouais. Et l'agent ira parler, chercher l'autre agent dont il a besoin pour répondre à ta question, à ton mail ou à je ne sais quoi. Et après, la vraie réflexion, ça sera où sont ces agents? Parce qu'on parlait de frugalité, mais il y a aussi une logique de data derrière. Moi, tu vois, la réflexion qu'on a, c'est de dire, tous nos agents sont chez nous. Au-delà de l'aspect frugalité qui est hyper important pour nous, c'est-à-dire les réduire au maximum sans perdre la performance, mais en consommant moins d'énergie. Mais aussi parce qu'en fait, le fait qu'ils soient chez nous, c'est que ces agents-là, comme tu le dis, ils mangent toute notre data. On sait où va notre data et on sait qui la mange et où est-ce qu'elle est stockée. Et ça a beaucoup de sens pour nous. Parce que demain, comme tu le dis, tu auras tes agents, mais qui mange cette data? Tu vois, où va cette data? Qui la mange derrière? Et c'est ça qui va être super prépondérant dans la réflexion. C'est de dire, il nous faut nos agents chez nous, chaque entreprise, pour pas perdre cette data et cette valeur, quoi. Ça, c'est intéressant. Et tu vois Elon Musk, là, qui est en train de faire qui est en train de regrouper toutes ces entreprises pour aller investir sur justement des plateformes qui vont pouvoir gérer ces énormes données, quoi. Ouais. Ça va être de folie, quoi. Ah, ça va être le monde de demain promet d'être rigolo. Est-ce que tu penses, toi, qu'on va vers une relation client sans humain? Alors, on va peut-être pouvoir regarder les différents marchés, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a les marchés de masse. On est sur des marchés de masse, tu vois, assurance auto, assurance habitation, même l'assurance santé. Quand on est sur ces marchés de masse-là, et puis il y a des marchés qui vont demander plus d'expertise et qui vont peut-être demander de l'humain à un certain moment. Est-ce que tu vois, tu as une relation sans humain, sachant qu'on a des nouvelles générations, on a quand même un transfert de génération qui est en train d'arriver en même temps, quoi, tu vois, et avec des gens qui vont plutôt utiliser cette IA-là. Donc, est-ce qu'on va être sur une relation client sans humain? Alors, c'est marrant, mais on n'y est peut-être pas encore prêt. Peut-être qu'on y sera prêt un jour. Aujourd'hui, sache que là où tu as les services clients les plus déceptifs en termes de statistiques, c'est là où tu as de l'IA qui répond. Alors, peut-être pas parce que l'IA est déceptive, peut-être simplement parce que l'humain n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il faut prendre toujours les statistiques telles qu'elles sont. Après, moi, la première, et je réponds pas pour tout le monde, mais en fait, tu as quand même... si tu vas chercher un service quelque part, et l'humain reste quand même humain dans sa volonté, c'est-à-dire que tu peux dématérialiser beaucoup de choses, mais il y a un moment, tu as besoin de cette relation, tu as besoin de cette compréhension, de cette écoute, ça fait partie de l'humain, en fait. Donc, 100% sans humain, je suis pas certaine qu'on y arrivera. Okay. Par contre, peut-être des humains plus pertinents, ça, je pense qu'il va falloir y arriver. Je m'explique, des mecs qui répondent au téléphone juste pour te dire oui, la 3e ligne de votre contrat, c'est écrit ça, mais qui sont pas forcément capables de t'expliquer ce que ça veut dire et quelle est la valeur de ce qui est écrit, ça n'existera plus, parce que l'humain sera 100 fois meilleur à ça. Par contre, un humain qui sera capable de dire, dans votre cas, il se passe ça, mais on peut voir ça, et puis on peut réfléchir à ça, etc., là, il y aura de la valeur. Ouais, mais tu vois, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par rapport à certains services clients humains, je préfère des robots. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Pour certaines choses, hein. Je préfère un robot qui me dit c'est ça, ok, je fais ça, je fais ça. Il a plus de pertinence. Il a plus de pertinence, il est 24/24, il est 7 jours sur 7. Bien sûr. Il ne te demande pas de rappeler 10 fois, il ne te balade pas d'un service à un autre et il a une compréhension globale de ce que tu as besoin. Donc, dans certains cas, je préfère un robot qu'un humain. Tu vois, ça devient triste, mais c'est un peu ça. Non, mais bien sûr. Et là, ça va impacter vraiment, les ressources, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, c'est la capacité d'un humain à interpréter ce que va donner un agent IA ou ce que va donner l'IA, ou un agent IA, ce qu'il va lui donner, quoi. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une montée en expertise qui va être énorme, quoi. Des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de collaborateurs qui freinent parce qu'ils se disent si l'IA arrive, j'ai plus d'intérêt, en fait. Il y a beaucoup de tâches. En fait, ça met en avant, faut le dire, mais les gens qui font du vent aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet. Sociologique, sociétal. On a un vrai sujet sociétal, ça c'est clair.
politique même. Tu vois. Ça, c'est clair. Mais c'est sûr. Alors, sans parler même de ceux qui font du vent, il y a un certain nombre de tâches aujourd'hui qui n'ont plus de valeur, quoi, qui ont vraiment plus de En valeur. tout cas, par l'humain, oui. Ouais, par l'humain. Je suis d'accord avec toi. Vraiment par Je suis l'humain. d'accord avec toi. Et ils vont être remplacés très très vite. Ceux-là vont être remplacés très très vite. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas comprendre ce qui se passe. Parce que je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et les jeunes aujourd'hui, quand je vois les jeunes, moi, j'ai envie de leur dire, apprenez à utiliser de l'IA, travaillez avec l'IA, travaillez avec les agents IA, travaillez déjà là-dessus, parce que sinon, vous serez mort, quoi. Dépassé, ouais. Vous serez complètement dépassé, quoi. Donc, alors, il y aura peut-être des salaires minimums pour tout le monde, mais bon, on verra. Je ne sais pas si on en arrivera là, Ouais. mais quoi qu'il en soit, oui, il y a une réflexion à avoir sur l'avenir du travail de demain. Oui. Ouais. Pour un intermédiaire, comment tu vois les choses, toi ? Quelle est votre vision ? Parce que vous avez une vision d'intermédiaire, alors complètement sous un modèle d'IA. Oui, c'est ça, on est exactement. d'accord ? Oui, bien sûr. On est Bien vraiment sûr, bien d'accord. sûr. Donc, comment tu vois les choses, toi, pour un IA, pour un intermédiaire classique ? Honnêtement, pour les petits intermédiaires, les courtiers de proximité, ça va être très compliqué. Très compliqué parce qu'aujourd'hui, ils sont assaillis de nouvelles réglementations de plus en plus dures, qui sont poussées derrière par les compagnies, c'est normal. L'IA vient chambouler leur métier, clairement, même s'ils ne veulent pas forcément y passer, elle est là. Donc pour ces petits intermédiaires, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je vois plutôt un monde où les gens se réunissent, plutôt qu'un monde où ils restent seuls dans leur coin, parce que je ne vois pas comment, entre la réglementation et l'IA, ils peuvent faire. Ça, c'est un premier point. Les courtiers un peu plus gros, les courtiers grossistes, les gros courtiers généralistes, je sais pas, tu vois, comment eux vont prendre le tournant IA, parce que ils ont la qualité de leur taille, mais ils ont aussi les défauts de la compagnie. C'est-à-dire beaucoup de data, mais très siloté, pas encore assez propre, etc. Et eux, ils ont aussi la pression d'être au milieu. C'est-à-dire que souvent, le gros courtier généraliste ou le courtier grossiste passe lui-même par des courtiers de proximité, et il est lui-même soumis à la contrainte de la compagnie. Donc comment lui va trouver sa place au milieu des deux, avec cette contrainte d'être un peu près en sandwich ? Est-ce qu'il fera le choix et le pari de dire « moi, je vais aller investir massivement dans l'IA pour prendre de l'avance » Est-ce qu'il prendra le tournant ? Je ne sais pas. Et les compagnies, elles ont un peu de marge, ça c'est vrai, parce que historiquement, elles ont quand même du cash, etc. Maintenant, je pense qu'il y en a qui vont... et on l'a vu, tu vois, regarde ce qui s'est passé avec Alan au niveau des ministères. Il y a quand même des assureurs historiques qui ont serré des fesses, on peut le dire comme ça. Complètement. Donc, ça bouge quand même les lignes. Après, comment chacun va prendre le virage, ça, c'est un peu, tu vois, à la hauteur de ses moyens, je pense, et surtout à la hauteur de son agilité aussi, parce qu'à un moment, c'est plus seulement une histoire de moyens. Mais comme il y a Mbappé qui est devenu investisseur d'Alan depuis la semaine dernière, donc voilà, tu vois. Non, mais après... Mais on sent que c'est quand même... Regarde, quand tu vois que OpenAI a levé, je ne sais plus, le mois dernier, a levé plus de 100 milliards de fonds, de dollars, c'est pour investir sur ces sujets-là quand même, tu vois, de deep, de recherche, d'agents. Oui, non, mais tu penses pas ? En fait, alors investir, je vais pas te dire qu'ils ont levé de l'argent pour lever de l'argent, c'est pas vrai. Forcément, c'est pour faire de l'investissement, je te rejoins. Oui. Mais là où je suis sceptique sur une chose, c'est que ce que tu t'aperçois quand même quand tu commences vraiment à faire de l'IA et avoir tes propres modèles, etc., c'est que les modèles généralistes sont très bons pour aller faire des tâches généralistes. Dès que tu descends dans la technicité d'un métier, il faut quand même passer un peu de temps. C'est pas le modèle généraliste OpenAI ou Claude qui va te le faire naturellement. Donc là où en fait il faudra que chacun trouve son business model, c'est qu'il va falloir que chacun, je pense, soit hyper spécialisé dans un domaine très précis pour garder sa pertinence. Parce qu'aujourd'hui quand même les grands modèles, il faut se le dire, ils n'ont pas de business model. C'est-à-dire qu'en fait à coup de milliards, je suis d'accord avec toi, mais ils sont pas rentables. Donc à un moment donné, il va falloir savoir quelle est la posture de chacun. Il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont rester. Et je pense que ce qui va faire, ce qui reste, c'est la capacité à avoir cette hyper spécialisation dans un domaine en particulier. Ouais. Tu vois ? Et ça, je le crois vraiment. Alors, cette hyper spécialisation, je crois vraiment, c'est ce qui va pouvoir, c'est ce qui va permettre de garder l'humain en fait, quelque part. Parce qu'on va le descendre au niveau des compagnies, on va le descendre au niveau des intermédiaires. Ouais. Et moi, je crois réellement à cette hyper spécialisation que l'hyper généraliste qui veut tout faire, pour moi, il est mort. Non, mais même dans l'IA, en tout cas, il aura du mal vraiment. Il aura des limites, ne serait-ce que financières et matérielles. Complètement. Parce que pour un modèle qui consommera X 1000 données, alors que tu en as besoin peut-être que de 2% de ses capacités et de sa data, tu peux donc éviter toute cette consommation et du coup avoir un business model rentable. Parce qu'à un moment donné, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans l'IA, ça reste quand même l'entraînement. Une fois que tu as dépassé l'entraînement, c'est la consommation de GPU, de ces cartes de calcul quand même. On arrive quand même à une limite matérielle de ça aujourd'hui. Puis alors avec les tensions géopolitiques, à mon avis, ça va pas s'améliorer. Mais honnêtement,
Non, il y a un vrai enjeu de stabilisation, on va dire, de ton business model pour limiter cette consommation desquelles tu deviens très dépendant, en fait. Et du coup, un intermédiaire va se retrouver entre son client et sa compagnie d'assurance, Oui, bien sûr. sans que lui puisse développer de l'IA ou puisse développer. Alors, on verra à quel niveau chacun va pouvoir développer des agents IA, mais quand même, ils vont être très, très dépendants de leur mandante, encore plus qu'avant. Je pense qu'ils vont être très dépendants de leur mandante et de leur compagnie d'assurance sur ces outils IA. Comment ils vont pouvoir se démarquer? Alors, ça va être peut-être l'hyperspécialisation, ce qu'on disait, l'unicité, ça va être une différenciation pour pouvoir survivre face à une concurrence qui va être une concurrence, alors peut-être même de leur propre compagnie, avec la mise en place d'outils IA de souscription et qui vont aller très très vite, quoi. Après, c'est vrai que quand tu es agent, par exemple, c'est plus compliqué de te différencier parce que tu dépends fortement de ta compagnie quand même, encore plus que quand tu es courtier. Donc, il faut vraiment que ta compagnie te fournisse des solutions et soit dans cette logique-là. Après, je ne sais pas trop comment va se dessiner le marché parce que, tu vois, pour répondre à ta question, quand tu vois ce qu'est en train de faire Allianz, arraché à tout va plutôt en mode vente directe. Et pourtant, ils ont un réseau aussi d'agents. Donc, comment ils vont arriver à jongler entre ces deux modes qui, pour moi, peuvent totalement cohabiter. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est juste comment, en remettant de l'humain là où il faut mettre l'humain, on met de l'IA au milieu de tout ça, comment on trouve le bon dosage et comment, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut quand même pas oublier que les agents et les courtiers aujourd'hui sont plutôt proches de la retraite que de la vingtaine. Donc, comment ils vont aussi s'adapter à cette nouvelle génération de technologies qui va changer leur métier aussi, tu vois. Donc, il y a une transition à faire. Oui. On le voit, il y a beaucoup de compagnies qui investissent, même sur de nouveaux réseaux, quand tu vois la commune Humanis qui crée un réseau d'agents. Voilà, donc, tu te dis, bon, voilà, il y a des réseaux qui se créent, il y a des nouvelles générations aussi d'agents qui sont en train d'arriver, avec une autre façon d'exercer le métier. Donc, pas mal de changements. Chez vous, tu parlais d'un modèle... je veux que tu m'expliques ça. Un modèle frugal et responsable. Ouais. Ça veut dire quoi? Frugal et responsable. Pourquoi frugal et responsable? Alors, c'est ce que je te disais. Il y a 2 raisons à ça. La frugalité, c'est parce que pour nous, ça avait quand même du sens d'arrêter de surconsommer. Il faut quand même se le dire, de potentiellement à terme favoriser des catastrophes naturelles, parce que les consommations de serveurs en Californie, on voit ce que ça a donné cet été. Donc, il y a vraiment un problème avec l'eau, etc., qui quand même sert à refroidir ces serveurs. Donc, c'était important pour nous d'aller travailler cette frugalité, mais aussi, comme je t'exprimais tout à l'heure, pour une raison économique, en fait. C'est-à-dire que, au-delà du fait de se dire qu'on dort tranquillement, ce qui est quand même très important pour nous, il y a un moment donné, il faut être factuel. Si tu veux tenir, il faut être rentable. Pour être rentable, il faut minimiser tes charges fixes. Et pour minimiser tes charges fixes ou variables, puisqu'en fait, GPU, on peut plutôt parler de variables parce que ça va dépendre de ta consommation de data, il faut aller chercher à faire en sorte que ton modèle consomme moins. Il n'y a pas 10 000 façons de faire, en fait, aujourd'hui. Donc, il faut le spécialiser, il faut faire en sorte qu'il consomme moins, donc il faut ce qu'on appelle le quantiser, mais sans négliger la performance. Et après, forcément, aller aussi choisir les endroits où tu vas héberger ta data, etc. Donc, c'est une réflexion, c'est pénible, je te le dis, parce que c'est pas intuitif chez les devs, c'est pas intuitif chez les ingénieurs. On va souvent au plus simple, pas au plus écologique. Donc, je suis plutôt la pénible du groupe. Mais aujourd'hui, on voit les résultats de ma pénibilité. Voilà. Mais alors, comment ça se voit? Parce que t'as quand même, là, tu vois quand même alors, les compagnies investissent beaucoup sur l'IA. Vous êtes un modèle d'IA. Ouais. Et en même temps, il y a une communication qui est faite. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites derrière aussi, mais on parle de frugalité en face. Oui. Voilà. Et est-ce que ça va avec vraiment? Parce que, en fait, vous participez, alors je vais être provocateur, mais vous participez, et tous les développements IA et toutes les compagnies qui développent l'IA participent aussi à la destruction de la planète, quelque part. Je fais un raccourci, mais... Non, mais t'as raison, c'est un vrai enjeu demain. Maintenant, la logique, c'est plutôt de dire, soit on ferme les yeux et on fait de la décroissance. On pourrait, c'est une théorie qui existe économique. Soit on fait en sorte de prendre le progrès, mais de faire quelque chose de mieux avec ce progrès-là, tu vois. Aujourd'hui, faire 100, je ne sais pas comment on fait 100. Je te le dis franchement, je ne vois pas l'avenir 100. Il y en a partout. L'arrivée d'un ChatGPT dans le monde réel a transformé notre manière de voir, de penser, de réfléchir, de travailler, de tout. Donc, demain, je ne vois pas 100. Par contre, tu peux te dire, maintenant que je dois faire avec, comment je fais mieux avec, tu vois. Et c'est plutôt cette réflexion-là que nous, on a. C'est de dire, on sait que ça existe, on sait que c'est là. Maintenant, comment on fait mieux, tu vois.
Ouais. Et comment on devient frugal alors quand on utilise l'IA au jour le jour? Alors, Ouais, tu as plein de manières de réfléchir à la frugalité. Tu as effectivement côté ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la manière dont tu construis tes modèles, mais tu as aussi la manière dont tu promptes tes IA. ok. Je le dis souvent en rigolant, mais qu'à moitié, arrêtez de demander à vos IA qu'elles vous fassent des vidéos de chats qui rigolent, parce que ça, typiquement, ça consomme, c'est énorme, et ça ne sert à rien, soyons clairs. Ça n'a pas de vocation outre que, voilà. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on est tombé dans un excès inverse, c'est-à-dire que c'est aussi au consommateur, après, d'aller se réguler dans les prompts et dans la manière dont il le consomme. Et c'est pas... Alors, vidéo de chat, normalement, c'est plutôt grand public, mais même dans le pro. Maintenant, tu vas sur une IA pour demander la météo dans une ville. Va sur Google, ça consomme 100 fois moins et t'as pas besoin d'une IA pour... Tu vois, donc il y a cette régulation qu'il va falloir trouver aussi dans le consommateur, dans Oui, le l'utilisateur consommateur, final. l'IA devient ton psy, devient ton C'est ça. médecin. C'est ça. Devient C'est-à-dire tout. qu'on n'interroge même plus Google, mais ça devient ton psy, Ouais, non, ton mais c'est médecin. ça. Comment C'est je dois éduquer mes enfants? Comment je dois... Ça devient... voilà. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, il y a une vraie réflexion derrière ça. Et donc, c'est une éducation, en fait. Là, l'IA est allée plus vite que l'éducation. Ouais. Et là, il y a une éducation, pour moi, à faire tout petit. Sur la manière de l'utiliser, sur la manière de rendre ça plus éthique, plus responsable. Et les politiques, ils sont pas du tout encore. Ouais. Non, mais les politiques, ils sont déjà pas du tout dans l'IA, donc On est déjà très loin. On n'y est pas, là. On est déjà très, très loin. Avec Firmin, tu vas aller où? C'est une bonne question. C'est une vaste question. Enfin, vous voulez aller où? Parce Non, que mais oui, t'es pas évidemment, toute seule, je suis pas mais- toute seule. Ouais. Parce que tu évoques une ambition forte. Alors, tu m'en as parlé. Vous avez une grosse ambition. On a une grosse ambition. En Ouais. fait, on a envie avec Marcel que... Alors, je le mets pour rigoler, parce qu'on me le dit souvent à la fin de mes posts. Je dis avec Marcel, on va changer le monde de l'assurance des personnes de demain, mais je pense que l'ambition, elle transparaît un peu dans ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que Ça, c'est pour la nous- vision. Ouais, c'est Voilà, la ça, vision. c'est clair. Là où Ouais. on veut aller, c'est dire assez simplement, on pense que pendant longtemps, au lieu de partir de l'humain pour placer le produit, pour choisir le bon produit, on est parti du produit pour donner à l'humain. Et nous, on veut vraiment faire l'inverse, c'est-à-dire dire, prenons notre richesse, parce que pour nous, l'humain dans une entreprise, ça reste la richesse, même s'il y aura de l'IA, il y aura toujours de l'humain. Et on va travailler cette richesse pour lui donner le plus de valeur possible, tout en étant dans une réflexion, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, de coûts et d'économies. Et donc l'ambition, elle est forte, c'est redistribuer les cartes. Donc, Ok. je pense que c'est assez fort D'accord. dans la vision Mhm. et dans la manière de vendre de l'assurance. Et comment tu vas sur ce modèle de redistribution des cartes? Jusqu'où En ça allant va? vite, en grossissant vite. Ok. Et Ce qui demande du cash, parce que vous êtes bootstrap depuis le début. Ouais, exact. Donc, vous appelez pas Mbappé ou un autre C'est- footballeur. J'aimerais bien, mais non. J'ai pas de famille cachée aux États-Unis. Ça serait bien. Ça pourrait m'aider. Non. Pour rien de cacher, on discute avec des investisseurs qui trouvent notre modèle plutôt pertinent et qui souhaiteraient voir comment on peut accélérer cette croissance-là. Donc, Parce qu'à un moment, c'est difficile de tenir sur ses propres fonds quand même, sur du gros développement IA si on veut aller vite. Je sais pas. Alors, il y a deux choses, effectivement. Il y a le développement, parce qu'effectivement, le développement coûte cher, ça reste de l'humain, hein, malgré tout. Alors, même si les devs utilisent beaucoup d'IA maintenant, ça reste quand même assez cher encore. Mais il y a aussi cette logique de croissance, c'est-à-dire si tu veux aussi aller plus vite dans l'acquisition de clients, forcément aussi, il faut investir. Donc, il y a ces deux phénomènes qui font qu'à un moment donné, tu fais tes choix. Après, je pense que c'est plutôt bien savoir où tu vas et ce que tu veux en faire de cet argent, parce que la problématique... Attention, je dis pas que c'est facile d'aller chercher des fonds, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je C'est dis un juste, peu plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années en plus. Hein. c'est Ouais. plus difficile, Ouais. mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une logique de la manière dont on consomme cet argent. Tu vois ? Est-ce que c'est plus une logique d'investissement ? Est-ce que c'est plus une logique de BFR ? Est-ce que c'est plus une logique de recrutement ? Donc je pense qu'il faut bien choisir ses investisseurs et choisir la direction dans laquelle on va. Comment vous trouvez vos clients aujourd'hui pour vous développer? Alors nous, on a forcément historiquement des entrants et ça c'est plutôt Ok. cool. Mais aussi on va racheter du portefeuille client D'accord. en assurance de personnes pour justement aller chercher des clients pertinents qui ont une belle relation avec un courtier mais qui tu vois veut partir à la retraite, veut changer de vie, ne veut pas voir l'IA arriver dans Ok. sa vie. Ouais. Et donc tu as ces portefeuilles un peu orphelins que nous on va Mhm. chercher pour D'accord. être sûr déjà que les entreprises aient en face un vrai interlocuteur et puis surtout qu'il y ait une vraie réponse à donner et une autre manière d'aborder le marché comme je te l'évoquais tout à l'heure. Votre ambition à 5 ans, en termes de chiffres, tu parles de chiffres ou tu n'en parles pas? Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, sachant que je suis en négociation avec les investisseurs, mais plusieurs dizaines de millions, ouais. D'accord. Mm. Ok. Ouais, donc une ambition forte, quoi. Ouais. Et ça suppose quoi, ça, en termes de modèle, d'équipe?
as dû réfléchir à ça, Ouais, hein, bien tu sûr. connais un peu, donc tu as dû forcément y réfléchir. Ça suppose quoi en termes d'équipe? C'est une beaucoup plus grosse équipe demain ou c'est plutôt des outils que vous allez développer à côté? Pas que on diminue en fait les tâches effectivement chronophages, mais ça n'empêche pas qu'il y a tout un tas d'endroits où l'humain est quand même nécessaire. Donc oui, ça va forcément, c'est une plus grosse équipe, mais je dirais que c'est plutôt une équipe hybride. Et c'est Ouais. ça qui fera notre force demain, c'est-à-dire avoir des équipes qui sont capables de travailler main dans la main, comme tu le disais tout à l'heure, avec des agents IA. On va conclure par ça. Qu'est-ce que tu voudrais changer, toi, profondément dans le secteur de l'assurance? On l'a dit au début, tu viens de l'extérieur, tu es venu alors sur le tard, tu es jeune, hein, donc Oui, ça oui, va. oui. C'est pas trop sur le tard quand même, mais tu es venu après d'autres Ouais, bien expériences, sûr, bien sûr, bien sûr. expériences IA. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ce secteur-là, que tu trouves quelque chose d'évident, quoi, qu'il faudrait essayer de changer ou de modifier? Alors, c'est rigolo parce que, en fait, moi, quand je suis arrivée dans ce monde, j'ai vu deux mondes. J'ai vu le monde de l'assureur et le monde de la mutuelle. Et j'ai l'impression qu'il y a deux mondes qui s'opposent dans ce monde-là. C'est assez drôle parce que, en fait, tu te dis, tu pourrais imaginer qu'ils ont tous le même profil et en fait, pas du tout. Donc, tu vas te retrouver sur les hyper mutualistes qui sont presque, j'exagère un peu, mais presque trop bisounours. Et l'hyper assureur qui a la mauvaise image, tu vois. Et donc, si on pouvait trouver un juste milieu entre les deux, tu vois. Moi, je dirais un équilibre, en fait. Ok. Si l'assureur était un peu plus mutualiste et le mutualiste un peu plus assureur, je pense qu'on aurait un monde parfait de l'assurance, D'accord, tu vois. ouais. Non, mais ça remettrait, en fait, moi, ce que je voudrais changer, je sais pas si ça s'appelle ça changer, mais en tout cas, mettre un peu plus au cœur du débat, c'est le sujet de comment on fait, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix, en sorte que l'humain soit le plus au centre de la préoccupation de l'assurance. Parce que de toute façon, tu as de moins en moins de risques qui vont être couverts, tu as de plus en plus de catastrophes qui vont arriver, donc il faudra hyper personnaliser de plus en plus le risque et la garantie derrière. Donc pour moi, on n'aura pas le choix que d'hyper comprendre, ça se dit pas ce que je suis en train de te dire, mais en tout cas d'être très proche de la personne qui va consommer le produit, quoi. Parce que de toute façon, il faudra presque faire des produits, pas à la personne, mais en tout cas de plus en plus personnels. Si, il va y avoir de l'hyper-personnalisation. Ouais. Ça, j'en suis Ouais. persuadé. Hyper-personnalisation que l'IA va permettre de faire. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Ouais. Et face à cette notion d'inassurabilité, je mets Ouais, des guillemets bien autour de sûr. ça, je pense que l'humain va devoir faire, enfin en tout cas le rôle d'un conseiller, ça Ouais. va être de faire de la prévention beaucoup Bien plus sûr. que de la vente Ouais. de contrats. Ouais. Et je pense que les conseillers vont plus être des vendeurs demain, mais Comment vont on être, consomme vont mieux le faire- contrat, ouais, bien sûr. vont vraiment être des préventeurs. Bien sûr. Hein, vraiment être des préventeurs du risque, que ce soit du particulier Ouais, ou bien du sûr. professionnel. Et c'est cette place qu'il va falloir trouver. Moi, j'arrive pas à la définir encore. Quelle va être la place d'un humain dans une agence? Et quelle va être sa place quand on aura mis toutes ces choses-là en place? Voilà, quelle va être sa valeur ajoutée? Comment il va pouvoir différencier son approche client? Ouais. Je pense que ça va dépendre des clés qu'on va donner à l'IA et aux agents IA pour entrer dans la relation client. Quelles clés on va leur donner et jusqu'où on va leur permettre d'aller et pour laisser la place à l'humain, quoi. Je pense que ouais. Je t'avoue que j'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, Non mais je plus, pense hein. que Loin personne de ne ça. les a. Ouais. Mais Loin de là. je pense que c'est surtout comment toi, tu vas pas utiliser bêtement l'agent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que l'IA rend feignant et que Ouais. malheureusement, la plupart des gens font des raccourcis et ne préservent pas leur savoir-faire humain. Merci beaucoup Alexia pour cet échange. Avec plaisir. On voit bien que l'IA va pas simplement transformer nos outils, hein, mais il va transformer notre manière de vivre, hein, vraiment. L'IA va vraiment redéfinir les métiers d'assureur. On parle d'agent IA. Il y a 6 mois, on parlait pas d'agent IA. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, les choses avancent très 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 vite et on voit que les métiers sont en train d'être redéfinis. Donc ça, c'est intéressant. Merci en tout cas Avec pour plaisir. cet échange et puis à bientôt sur le futur de l'agence. Et puis n'hésitez pas à commenter en bas, là, voilà, à commenter, à donner vos impressions et à partager avec nous tout ça. Merci. Merci à bientôt. toi. À bientôt. Au revoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner. On revient dans 15 jours avec un nouvel épisode, Le futur de l'agence. À bientôt!